Goals. Alors là, ça va être intéressant parce que en vrai c'est négatif. Yo beau gosse, j'espère que ça va bien. Ici je te mets mon Instagram directement. Donc c'est ici que je mets énormément de valeur sur quel livre tu peux lire, quels sont les horaires à éviter, comment commencer, comment journaliser tes trades. Donc si tu as des questions à me poser ou tu veux juste échanger, n'hésite pas à venir te follow et on fait ça sans problème. Allez, bonne vidéo. Yo les mecs, nouvelle vidéo YouTube, enfin première vidéo YouTube sur quelles sont les bonnes et les mauvaises habitudes à avoir en trading. Donc petite tier list pour commencer cette chaîne YouTube. Alors tout d'abord je me présente, donc je m'appelle, enfin mon pseudo c'est Clems, j'ai 20 ans et je suis day trader sur le marché FX majoritairement et un peu la crypto de côté en side quest. Donc je vais donner mon avis, donc si t'es pas d'accord n'hésite pas à me le dire en commentaire ou directement en message Instagram, tous les liens seront dans la description et on est parti quoi, on est parti directement. Donc on commence, déjà on va voir que les catégories, on a must have, important, OSEF et négatif. Donc on commence avec le backtest. Directement, ça le met en must have. Pourquoi? Parce que en fait, le backtest, ça va te servir à déterminer ta zone de génie. Que ça soit par concept technique, horaire, ou les deux mélangés, ou autre chose. Ou time frame aussi, par exemple. Et toutes les confluences qui existent. En fait, ça va être super important, surtout que ça va te familiariser avec l'actif. Donc, tu dois passer par le backtest pour savoir où est ta zone de génie sur cet actif et pour l'appliquer après en démo et après en réel. Tu peux pas te permettre d'attendre en démo en fait, parce que le démo c'est trop long. Tu vas mettre trop de temps en fait à accumuler de la data. C'est ça qu'on veut avec le backtest, c'est accumuler de la data rapidement et après envoyer ça en démo et on regarde si c'est corrélé et on met de côté et on met de notre côté pardon les statistiques. Et voilà, ça tombe bien par le démo. On a juste après ça démo. Démo c'est obligé. Si tu commences le trading en allant en réel, il y a de fortes chances que tu sois passé par Mohamed BDJ ou ZK. Donc coucou frérot, mais je suis désolé, mais là tu t'es bien fait arnaquer frérot. Donc commence en démo. Je sais qu'il y a un gros marketing agressif autour du trading, mais on n'est pas là pour faire 10 000 euros au premier mois, on est là pour apprendre un skill à fort potentiel, un big outcome skill, comme on appelle ça. Donc c'est pas grave si ça met du temps, 3, 4, 5, même 6 mois de démo, si derrière tu apprends un skill qui dure toute la vie, pour voir les choses comme ça. Donc le démo obligé. À part si tu veux perdre un peu d'argent, mais ça, si t'as envie, c'est comme tu veux. La psychologie, obligé pour moi et pour beaucoup de gens que je connais. Euh, En fait, c'est 90% du job la psycho. Dans le sens où il y a une phrase connue qui dit il n'y a qu'un pas entre la psycho, enfin, il y a qu'un pas entre le trading et le gambling. Autrement dit, si tu n'as en fait, la seule barrière qui est entre les deux, c'est ta psychologie. Ça va être le respect de ton plan, pas d'overtrading, pas de revenge trading. Ces trois aspects-là, en fait, tous ces aspects-là, ça fait que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde et avoir une psycho à chier et être le pire trader du monde et vice versa. À part, bon, si t'as vraiment un plan à chier, tu vas être à chier forcément. Mais je pense que tu as compris là où je veux en venir. Donc si tu es dans une phase instable de ta vie personnelle, émotionnelle, euh, mets de côté le trading, mets en avant, travaille sur ta psychologie, même avant de commencer le trading ou même n'importe quel business, c'est ce que je conseillerais à tout le monde, c'est prendre du temps. En fait, ton premier business dans la vie, c'est ta psychologie. Travaille dessus, lis des livres, informe-toi, euh, prends du temps avec toi-même et tu verras que la vie sera beaucoup plus belle. Pas forcément qu'à l'aspect trading. Justement, putain, on parle des livres, il y a les livres. Donc les livres, forcément, c'est pas obligé, mais c'est important. Alors, les livres, il faut les voir comme une source d'information premium. Donc on a le contenu short, on a YouTube, documentaire, et on a les livres. Plus tu descends dans cette espèce de pyramide, plus le contenu est de qualité, plus tu as une meilleure rétention, et en fait, tu brainrotes pas. Donc les livres, c'est important dans la vie et en trading. Donc pour avoir, si tu veux, moi je lis des livres, enfin, les gros livres de trading, on va dire, c'est de la psychologie. Ça va pas être du technique, à part si tu veux lire des livres de 500 pages de Tammy Cabage qui t'apprend à faire des supports et des résistances. Ça, on s'en bat les couilles.
Ce qui va être intéressant, c'est que tu as fait ta psychologie à travers ça pour le trading. Donc c'est pas obligé. Tu peux accumuler de l'expérience autrement que par des livres. Mais si tu as l'occasion et si tu as la déterre de prendre un livre ou juste un livre audio même, franchement fonce, ça vaut le coup. D'ailleurs, tu verras en lien, j'ai mis directement, en fait j'ai répertorié les livres, enfin 2 livres, pas tous, que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont beaucoup aidé en trading. Donc si tu peux jeter un coup d'œil, je pense que soit ce sera en lien YouTube, soit directement sur mon Instagram, tu le trouveras sans problème. Donc c'est 100% accessible et 100% gratuit. Donc je développe le résumé et quelques actions à mettre en place dans son trading. Donc il y a beaucoup de valeur. Donc n'hésite pas à aller voir ça. News. Alors là on va parler plutôt de fondamental du coup. La fonda, est-ce que c'est important, oui ou non, en trading? Et là je fais le hook de la vidéo avec ça. Parce que ça fait débat. Alors, est-ce que c'est important? Oui, mais ça dépend. Alors je sais que les maxeurs des T8 vont dire wow la fonda, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout, faut arrêter de dire ça, c'est pas vrai. Je connais plein de gens qui sont rentables sans, je l'utilise, même moi je n'utilise pas la fonda, mais je reconnais que ça dépend de ton type de trading. Si tu fais de l'investissement, tout simplement, ou du swing trading, même si l'investissement c'est pas un actif, on est d'accord. Ou si tu fais du swing trading, la fonda est obligée. Donc si j'étais swing trader, je l'aurais mis en must have. Mais comme je suis day trader et qu'on va dire que les news euh, ne m'affectent pas car mes positions durent quelques minutes, quelques heures, même si des gens vont dire oui, mais tu peux l'utiliser comme biais directionnel, possible, mais je l'utilise pas et je suis rentable sans. Donc quelque part, si mon système marche sans, c'est que c'est possible que pour d'autres personnes ça marche sans. Encore une fois. Donc OSEF pour moi. Mais je comprends tout à fait que les gens le mettent en must-have s'ils sont swing ou si ils l'utilisent en fait. Ça dépend de ta stratégie. Le journal, obligé. Donc ça va être corrélé avec le backtest. Je le mettrai enfin dans le bon ordre. Juste, je les mets à côté parce que c'est de pair. Pareil, journal. Déjà, tu peux journaliser ton backtest et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais. Et tu peux journaliser ton démo. Tout est collé, tu vois. Et journaliser surtout le réel et le propre firme. Dans le sens où le journal, c'est ce que tu dois avoir quand tu es débutant total, amateur et confirmé et loup de Wall Street. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné quand j'ai commencé le trading parce que je savais que ça allait être très compliqué si je commençais tout seul. Et tout de suite, j'ai eu les bons réflexes d'avoir le journal dès mon premier trade. Donc, je sais que beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance-là. Et c'est pour ça, les gars, entourez-vous bien, s'il vous plaît. Donc, dans le journal, en fait, tu mets tout simplement tes trades. Pareil, donc, ça sert à identifier ta zone de génie. Et en parallèle de ça, ce qui est moins connu, mais ce qui est avéré, d'avoir une petite pression positive. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'avant que tu prennes un trade, tu sais pertinemment que ce trade, si tu es un minimum discipliné, tu vas le mettre dans ton journal. Et donc, imagine si maintenant tu fais un trade de merde et tu mets dans ton journal. Ça fait chier, quoi. Tu te dis putain, ouais, là, ça fait une semaine, je prends des trades de fou et là, je FOMO cette merde. Ça fait chier. Donc, tu te crées une mini pression et en fait, ça te permet de tirer vers le haut. C'est une bonne pression, tu vois. Le journal, c'est obligé pour ta zone de génie, pour savoir toutes les infos sur ta stratégie, en fait. Mid-time frame, on s'en bat les couilles, dans le sens où c'est pareil, ça dépend de toi et ça dépend de ta stratégie. Il n'y a pas de meilleur time frame, il y a des time frames bizarres, mais ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, tous les détails techniques, on s'en bat les couilles, c'est ta stratégie. Et si c'est rentable et que tu peux le prouver, genre c'est possible, on s'en fiche. C'est trop de gens qui s'attardent sur les détails. Oui, si, ça marche pas, mais les gens qui disent ça, ils ont jamais tradé, j'ai l'impression. Pareil, POS, Point of Structure. Carrément ça, dites-vous. Je l'ai cherché juste avant la vidéo parce que je savais pas ce que c'était cette merde. Alors oui, ça peut être utile si c'est dans ta stratégie, mais c'est pas important, c'est pas obligé de l'avoir en fait. Il y a trop de paramètres. Ça dépend de ta stratégie. Moi, j'utilise pas et je connaissais pas. Donc, SL, obligé. Comme je te l'ai dit par rapport au journal, pareil pour les SL, j'ai eu la chance qu'on me dise mets un SL fixe et voilà. Genre aujourd'hui, quand je prends un trade, position, taille de l'eau, SLTP, je ferme la charte, je ferme MT4 et je fais autre chose. Parce que tu c'est trop d'émotions en fait. Si tu rentres dans un trade et que tu sais pas où tu sors, c'est une catastrophe, tu vas perdre des cheveux, mec.
tu vas perdre des cheveux et tu vas perdre tellement de temps. Il y a plein d'histoires sur les réseaux que des gens disent ouais ça fait 10 ans, etc., etc. Mais qu'est-ce que t'as branlé, gros. Qu'est-ce que t'as branlé? Encore ce matin, j'ai vu une vidéo d'un mec qui était dans un trade et sur l'instrument du coup prise de position longue, le prix était dans son SL, sauf qu'il avait pas mis d'SL. Mon cerveau il a vrillé, mais je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'il branle cet enfoiré là, il a SL et après il était tout content, le trade s'est retourné. Oui mais en fait exactement par rapport au livre, je l'explique dans un livre. C'est ok, t'as eu un bon résultat par chance, entre guillemets, mais ton process était nul à chier. Donc concentre-toi sur ton process, arrête de faire du resulting, et la vie sera plus douce. Ensuite, RRR, Risk-Reward Ratio, très important. Euh, Tu peux avoir, on va dire, un RRR de 2 parce que, enfin bref, tu testes ta stratégie, tu te rends compte que, ok, tu arrives à capter des bons momentum, des bonnes continuations de mouvement, et l'augmenter de 0,5 ou de 1, et tu passes par exemple de BE sur un backtest de 1 an à plus 10%, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est que connaître cette data, c'est pas obligé, mais c'est très très important, et c'est pour ça que je le mets directement ici. C'est très très important. Social media. Alors là aussi, c'est super intéressant. C'est horrible, ça vous le savez déjà, mais il y a un point positif quand même. Alors social media c'est horrible parce que 90% de la scène ce sont des scammers. Quoi d'autre? Ben, comparaison toxique et perte de temps en général, brain rot et etc., etc., dopamine, tout ça. Donc comme je t'ai dit, il y a beaucoup de scammers. Je pense que les gros noms que tu connais en tête, enfin moi je sais à peu près, je connais pas tout le monde, mais je sais à peu près qui scam et qui scam pas, et je peux dire qu'il y en a beaucoup qui scam. Encore plus sur la scène américaine. Là, c'est une catastrophe. Quand je vois en commentaire, putain, ce mec est trop fort, ce mec est trop fort, alors que le frérot, il vient de turn 100 dollars en 1 million. Enfin, à un moment, faut arrêter de briller, tu vois. Faut arrêter d'être con, entre guillemets. Et donc, ça a des points positifs, dans le sens où, si tu l'utilises bien, c'est une arme, en fait, les réseaux sociaux. Soit tu l'utilises mal, comme 99% des gens, soit tu l'utilises bien, et en fait, c'est une source d'inspiration. Donc, en fait, ça te motive de voir des gens réussir, sans jamais trop être dans la comparaison et dans l'envie, mais juste ça te motive, ça crée en toi une vision sur laquelle tu vas travailler dessus. Et aussi, ça peut être productif si tu poses du contenu, de fédérer une communauté. Et juste voilà, tout simplement. Donc moi, je pense que j'ai la chance, entre guillemets, sans me lustrer le chibre, de bien l'utiliser, donc je mettrai important. Mais là, sur ce sujet-là, je vais parler pour tout le monde, je vais mettre négatif. Times. Euh, Times, je pense que par là, ils entendent les sessions. Donc les sessions sont très importantes. Je pense que voilà, donc ça tu vas le savoir grâce à ton journal et au backtest et au démo aussi. Quelle session t'es le meilleur? Si imagine tu trades que la session London sur EURUSD et que tu te rends compte que tu es à BE sur plusieurs mois et que tu arrêtes de le backtest parce que tu croyais que tu étais le roi de la London sur d'autres actifs, mais tu peux te rendre compte que la New York en fait est banger. Donc c'est important de savoir ça. Je le mettrai avant les books. En soi, c'est presque obligé là en fait. C'est presque obligé de savoir ta zone de génie, ton edge sur tel actif et telle session. Je vais gamberger si je le monte ou pas après. Pour l'instant, on va le mettre là. Time frame, OSEF. Ça veut rien dire. On s'en fiche que le dernier influenceur t'ait dit ouais, le 4 heures c'est mieux que le 1 heure. On s'en bat les couilles. Tu peux trade en 13 minutes si tu as un système qui marche et que tu le prouves, ça marche. On s'en fiche, il n'y a pas de meilleur. Il y a des meilleurs time frames, mais pour toi, pas en règle générale. Donc, on s'en fiche. Cherche pas les meilleurs time frames, top 10 des meilleurs time frames la main fâchée, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Euh, Trouve quelque chose de pratique. Si t'es swing et que t'as pas le temps en semaine, tu fais du H4, du daily, j'en sais rien, je sais pas swing. Si t'as pas trop de temps, tu fais du day. Si t'es vraiment un mec sous Monster, tu te mets en 1 seconde et tu fais du scalping. Enfin, en soi. Alors, objectivement, le 1 seconde, on peut dire que c'est mauvais entre guillemets parce que. Non, même pas, je peux même pas dire ça. Parce que j'ai envie de te dire, oui, c'est beaucoup de pression et juste tu pètes un câble, mais on va dire que si c'est bien fait, il n'y a pas de raison pour que je dise ça.
Juste trouve des choses qui te correspondent. Si moi par exemple c'est 15 minutes et 1 minute, ça me correspond, c'est rapide, c'est dynamique, let's go, quoi. Plan objet. Si tu prends une position que tu rentres sur les graphiques ou sur les marchés à l'improvisation, pour moi l'improvisation ça rime avec émotion. Et oui. Donc si tu rentres en position, tu ne sais pas où tu sors et tu ne sais pas pourquoi tu rentres, pose-toi les bonnes questions. Tu peux avoir plusieurs stratégies, mais une seule doit être active en même temps. Alors c'est compliqué, mais je m'explique. Par exemple, tu peux avoir X stratégies sur X actifs qui performent super sur les 11 premiers mois. Sur le mois de décembre, c'est historique. Tu es AB ou tu es négatif, c'est un mauvais mois. Alors les mois de décembre, il y a des raisons, du coup, parce que c'est la fin de l'année, c'est Noël, changement de structure un petit peu du marché. Et donc tu peux avoir une stratégie de roulement ou des actifs de roulement. Ça veut dire que sur le mois de décembre, tu sais et que c'est backé par la data. Et donc ce que tu fais, c'est que tu changes d'actif et tu changes de stratégie. Et donc tu peux permettre. En fait, voilà, c'est toujours dans un plan. Et c'est toujours bien structuré, il n'y a pas d'émotion. Ça se fait. Je connais des gens qui font ça, par exemple l'été ou quoi, ça se fait. Ensuite, CORR. Donc ça va être corrélation. Donc, est-ce que c'est important? Ça dépend encore. Ouais, je le mettrais. Non, je le mettrais quand même dans important. Si on parle de corrélation entre les actifs, c'est important de ne pas traiter des actifs qui ont une très forte corrélation, parce que c'est inutile. Il ne faut pas faire ça. Concentrez-vous sur l'essentiel, tradez le moins d'actifs possible. Et ensuite, ça peut être utile aussi, déjà donc, dans la sélection de tes actifs. Ça peut être utile comme confluence d'entrée si tu trades les SMT divergences, les SMT divergences. Donc oui, là ça peut être intéressant. Moi je le traite pas, donc je suis pas plus touché que par ça. Et en 3, un peu en secondaire, ça peut être intéressant pour de l'investissement, slash du swing, par exemple la guerre en Iran, le pétrole est monté, quelles sont les répercussions sur ça, si le pétrole monte, qu'est-ce qui descend, etc., etc., etc. Donc là, ça peut être intéressant de ce point de vue-là, mais c'est pas obligé. Presque obligé en fait pour la sélection de tes actifs, mais bon, voilà quand même le laisser là. Goals. Alors là, ça va être intéressant parce que en vrai c'est négatif. Et oui, c'est fou. Parce que d'avoir des objectifs dans la vie c'est obligé. En business c'est obligé, mais en trading c'est plus compliqué parce que c'est toxique. Et c'est une certaine pression. Alors je m'explique ce que je veux dire par là. Dans le sens où si tu te dis dans ta tête, ouais, fin du mois, je vais faire plus d'hier, fin de l'année, je vais faire plus d'hier par mois. En fait, tu peux pas tout contrôler en trading. Enfin, dans la vie en général, et encore moins en trading, parce qu'il y a une partie de chance. C'est de la probabilité, faut pas l'oublier. Donc c'est très négatif de se mettre des objectifs comme ça, de gains, entre guillemets, sur un court terme, mais c'est positif sur du long terme. Euh, Par exemple, si là, je dis, tu vois, fin du mois, je vais faire d'hier, et qu'on imagine le 29, et que j'ai fait 3 R, bah là, j'ai une pression, j'ai FOMO des trades qu'il faut pas, je vais augmenter mon risque, c'est mauvais. Mais si je dis fin d'année, ok, euh, j'aimerais valider un compte à 100K en plus ou 200K, tu vois, donc déjà tu as un plus gros time frame, tu vois, on a plus de temps qu'un mois, et c'est réalisable. 10% sur un mois, c'est pas forcément toi qui le gères, alors que voilà, donc ça dépend des propres firmes et des tests, mais on va dire que c'est 15% sur 3-4 mois, c'est de la fenêtre du possible, et c'est sur une longue période. Et aussi, voilà, faut pas être toxique, faut que ça soit entre guillemets une obsession cet objectif, mais pas négativement. Pas dans le sens où si, par exemple, fin d'année, t'as pas réussi à faire ça, que tu tombes en dépression. Tu vois. C'est pas grave, on repousse, mais on continue. Volume. Alors là, soit on parle de l'indicateur du volume, donc de l'actif, ou soit on parle de ton volume de trade. Alors moi, je te parlais du deuxième paramètre, c'est plus intéressant. Donc c'est super important de connaître ton volume de trade. Je le mettrai ici, hop, comme ça. Dans le sens où ça va être corrélé directement avec ton risque. Donc si tu me dis que tu prends 10 trades par jour et que tu as un de risque, ça me paraît un peu élevé, tu vois. Très élevé même. Moi perso, je me limite à 2 trades par jour et je suis à un risque.
Avant, je prenais 2 R, avant, je prenais 0,5 R. Enfin, ça a pas mal bougé ma stratégie, mais voilà comment j'en suis aujourd'hui. Enfin, où j'en suis plutôt. Donc c'est important parce que si tu fusionnes pas un bon volume et un bon risque, tu vas cramer des capitaux. Peut-être que tu vas aller très vite, mais oublie pas que c'est où on apprend le trading pour la longue période. Genre, enfin, sur une grosse time frame, on veut pas faire un braquage en 3 mois et partir. C'est pas l'objectif. Si tu pars dans cette mentalité-là, c'est pas bon. Le win rate, oula, controversé aussi, je le mettrai en négatif. Alors, Goals, je le mets en important pour moi, mais on va dire que la plupart des gens, au trading, pas dans la vie, au trading, ils ont une mauvaise image de ça. Donc je le mettrai en Goals. Win rate, waouh, pourquoi il le met en négatif? Il est fou ce mec. Alors en soi, c'est OSEF, mais comme ça a un impact négatif sur la psychologie, je vais le mettre en négatif. Dans le sens où beaucoup de gens pensent que s'ils ont pas plus de 50% win rate, ou genre 60 ou 70, c'est de la merde. Alors que le win rate tout seul n'a aucune valeur. Ce qui commence à avoir une valeur, c'est le RR plus le win rate. Là oui on parle. Et si tu me dis que tu as 80% win rate, juste ça, je vais pas être forcément impressionné quoi. Enfin, je m'en bats les couilles. Par contre, tu me dis que tu as 60% win rate et que tu as un RR de 3, là je dis waouh, wow, pas mal quoi, pas dégueu quoi. Donc le win rate tout seul n'a aucune valeur. Et le problème de ça, c'est que les gens sont fixés dessus en mode, enfin que ce soit les moldus, donc les gens qui ont jamais tradé, les amateurs ou les débutants, ils disent putain c'est là mon focus. Non, non, non. Ton focus il doit être sur ça et sur ça en parallèle. Les deux vont de pair, tu vois. Te mets pas une pression pour avoir un win rate au-dessus de 50%, sinon t'es merde, non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'ai genre 35% win rate et un RRR de 4 il me semble. Donc, ce qui est déjà très bien, tu vois. Donc voilà, c'était tout pour la petite tier list. Si t'as kiffé ce genre de format, n'hésite pas à commenter, ou si t'es pas d'accord, hein, tu commentes, ou tu m'envoies un message sur Instagram. Ciao, ciao.